parce que c'est quand même une grande joie de t'accueillir dans la maison de la méditation. Je voulais juste dire une chose, c'est Jean-Luc dessine d'année en année une œuvre extrêmement forte, et j'invite tout le monde à lire ses livres. Et ce qui me frappe beaucoup avant de te donner la parole, c'est rare de voir comme ça une œuvre s'élaborer hors de tous les sentiers battus et avec le souci de ne pas être clair. Pas d'être obscur, mais de sortir de ce qu'est d'apprendre aux gens à être ailleurs que dans le souci de la clarté qui est en train de tout détruire dans notre monde à force de vouloir que tout soit clair, simplifié, tout devient des sortes de slogans de marques. Et il y a un côté très héroïque de la manière dont tu prends en charge cette nécessité. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est rappeler, pour tous ceux qui ne le sauraient pas, le lien extrêmement ancien, profond, qui nous lie et qui fait que tu es à plus d'un titre bienvenu ici. Cette maison de la méditation, tu y es absolument bienvenu. Euh, la manière dont tu as œuvré à la possibilité que Trungpa soit publié en France et la manière dont tu as été mon éditeur pendant des années et comment tu as eu très tôt l'intuition de ce que au fond on essaye de faire aujourd'hui dans la maison de la méditation. Je pense que c'est important de rappeler ça ici. Je pense que tu as eu la vision très 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 en amont, il y a plus de 15 ans, 20 ans, la nécessité de cette forme de méditation qu'on essaye de développer ici, qui a eu une forme d'exigence, et en même temps une forme d'ouverture. Et je crois que la maison de la méditation, qui est comme ça ouverte, qui se définit pas d'abord comme un centre qui appartient à telle approche, mais qui se veut ouvert, qui accueille plein de gens différents, dans un souci d'exigence, ben, tu avais ça en vue depuis très longtemps et ton regard et ton engagement à œuvrer à que la maison soit ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà deux choses que je voulais dire avant de te laisser la parole. Merci. Voilà, on entendra mieux, effectivement. Je me permets simplement d'ajouter quelque chose que tu as déjà dit d'ailleurs, mais sur quoi je voudrais insister. C'est que une des choses qui m'a toujours frappé chez toi et qui me frappe ici, et qui pour moi est très importante, les deux choses qui m'avaient frappé, vous allez voir que elles me paraissent au cœur de ce que vous faites, c'est d'une part de ne pas fermer la méditation sur elle-même, c'est-à-dire pour reprendre quelque chose qu'on pourrait dire de Freud ou de Lacan, de la déployer sur fond de culture, ce qui me paraît fondamental. Encore une fois, c'était le projet de Freud. Hein. Très vite, on voit bien que Freud a voulu raccorder, relier la psychanalyse naissante à la philosophie, la littérature, etc. Bon, voir des problèmes, il n'a pas fait vraiment de politique, mais quand il parle de malaise de la civilisation, etc., des problèmes de société. Et puis, Lacan, c'est encore plus net. Hein. Lacan s'est allé jusqu'à sa langue, hein, puisque c'est un écrivain. Hein. Donc, il est un écrivain, et il se définissait en partie comme tel, d'ailleurs. Je me souviens très bien, c'est la première fois que je l'ai vu. Il a employé ce terme. Je suis un écrivain parce que je suis dans les manuels. Ouais, il dit, bon. Parce que ça vaut, enfin, bon. Et en tout cas, on voit bien qu'il y a un souci très important pour lui. Il commence les écrits par une citation de Buffon, le style, c'est l'homme même.
hein. Donc il y a un souci de style qui est fondamental chez lui, et moi j'ai mis des années à comprendre la profondeur de ce souci, hein, et de la profondeur en tout cas qu'il attribue à Buffon. Je ne sais pas si c'est ce que Buffon voulait dire, mais j'en sais rien. Bon, peu importe, c'est pas le problème. Et puis la deuxième chose qui est tout à fait liée à ça, qui me paraît très importante et vraiment au cœur de ce que vous faites et de ce que fait Fabrice, c'est d'installer la méditation dans la culture occidentale. Alors ça, mine de rien, ça n'a l'air de rien du tout, et c'est la première fois que ça existe. La première fois. La fois précédente, c'est Trungpa. Mais Trungpa, bon, d'abord, il ne l'a pas fait ici, mais aux États-Unis, donc à travers la langue anglaise. Et d'autre part, Trungpa, au fond, était dans la démarche, si vous voulez, et dans la démarche, parce que pour moi, il est toujours présent, et dans la démarche de comment adresser le Dharma aux Occidentaux. Voilà, en gros, c'est ça, hein. Et ça donne une œuvre absolument formidable, hein, de profondeur, d'intelligence, etc. Mais ici, on pourrait presque dire qu'on est au pas suivant, c'est-à-dire que c'est à partir de l'Occident, d'où le nom que j'ai toujours aimé, école occidentale de méditation, mais c'est très surprenant de l'extérieur, mais on voit bien le message. C'est si vous voulez faire de l'orientalisme, ne venez pas ici, d'autres en font. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de s'installer en tant que méditant dans la culture occidentale. Alors là, parce que c'est la nôtre, tout simplement. Pourquoi l'occidental? Pas parce qu'on est des occidentalistes, pas forcément même des occidentalophiles, mais parce qu'on est né dedans, hein. Donc, on est né dedans comme on est né dans la langue française, hein, pour la plupart d'entre nous. Bon, voilà. Donc, ça c'est terminé, ça a déjà eu lieu, et donc il faut faire avec. Ça me paraît très important, donc, d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on sent très très bien, par exemple chez le Dalai Lama, hein, dans les interventions du Dalai Lama, c'est-à-dire le bouddhisme n'est pas une religion nouvelle qui va se substituer aux religions que vous avez. Penser ça, c'est déjà avoir tout faux. Le bouddhisme est une certaine façon de penser ce qu'on est, du moins le bouddhisme d'Occident. Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas un bouddhisme confessionnel, etc., mais au fond, ce n'est pas le nôtre. Donc autant assumer que ce n'est pas le nôtre, hein. Par contre, le nôtre peut être au contraire de s'installer, en s'installant au cœur de l'Occident, éventuellement de ce qui manque aussi à l'Occident, ou de ce qu'il n'a pas vraiment bien formulé, ou de ce qu'il a, ou de ce à cause de quoi il est passé. Là, on pense à la critique heideggerienne de l'objet, etc. Bon. Eh bien, enfin de l'approche de l'étang à partir du concept d'objet. Enfin, vous connaissez les heideggeriennes parce que je sais que vous pratiquez beaucoup Heidegger. Bon, donc je n'insiste pas. Mais voilà, de voir aussi ce qui peut-être lui a échappé, ou ce qui peut-être il a manqué, ou ce que peut-être il n'a pas su dire, etc. On pense évidemment donc à Heidegger, son rapport au présocratique, etc. Bon. Je n'insiste pas. Donc ça me paraît très important, et c'est effectivement ce que Trungpa a essayé de faire aux États-Unis avec l'Institut Naropa, dont vous connaissez sûrement l'existence. C'était se servir de la méditation comme carrefour et pour rencontrer d'autres personnes, et non pas pour se séparer d'elles. Donc c'est ainsi qu'il a rencontré un certain nombre de poètes, d'écrivains, enfin dont certains très très connus, voire de psychothérapeutes. Ronald Lang me disait qu'il avait très bien connu Trungpa, bon, Ginsberg évidemment, etc., etc. Bon, Kerouac même, je crois, l'a connu, enfin bon, etc. Donc c'est intéressant qu'à Paris, dans la langue française, en Occident aussi, bien sûr, mais dans un Occident qui est très proche, au fond, puisque c'est toujours la même civilisation, mais qui est une variante, c'est pas tout à fait la même quand même, nous fassions, et puis surtout c'est une autre langue, nous fassions aussi cette démarche. Alors, moi, au fond, effectivement, j'ai beaucoup lu Trungpa. Je le lis toujours avec le même intérêt, la même fraîcheur. Là, je suis en train de relire un livre qui s'appelle Dharma et créativité, titre horrible, dit à juste titre Fabrice, mais grand livre,
qui se masque derrière ce titre très beau livre sur l'esthétique. Enfin, sur le, voilà. C'est vraiment l'esthétique de Trungpa, si vous voulez. Et c'est absolument, comme d'habitude, extraordinairement profond sans en avoir l'air. Bon, parfois, il faut s'y reprendre à 2 fois pour comprendre exactement ce qu'il veut dire, mais c'est extrêmement intéressant sur l'approche esthétique du monde et de la vie. Donc, au fond, je me suis un peu demandé, par une sorte de travail sur soi, qu'est-ce que j'y cherchais, ce que j'en attendais. Et je suis tombé effectivement sur la pratique spirituelle. Et tout de suite, il m'est apparu, et c'est une question que je me suis posée et qui est à l'origine aussi de ce cycle de conférences, que ça ne correspondait effectivement, au fond, pas vraiment à aucune des catégories que nous avions à notre disposition en Occident. Et c'était ça qui aussi était intéressant. C'était pas vraiment une philosophie, c'est pas un sport, encore moins. Bon, mais c'est pas non plus un savoir. Hein. J'ai essayé de le montrer dans les 3 conférences précédentes. Si on part sur un savoir à acquérir, on rate forcément le chemin. C'est même pas des recettes, hein. Enfin, c'est pas des how-to, des recettes pour bien vivre, etc. Si on part sur cette notion de recette qu'il faudra appliquer, on rate également ce dont il est question. Donc c'est extrêmement difficile et on a souvent ce problème face à des gens qui sont en dehors de la maison, si je puis dire, de leur expliquer ce que c'est. Et quand on le fait, quand on s'efforce de le faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, de la façon dont j'avais commencé. J'avais commencé en lisant le tout début d'un livre qui a beaucoup compté pour moi et qui sont le livre de Suzuki qui s'appelle Essai sur le bouddhisme zen, hein, qui est un très grand livre vraiment sur le zen et qui fait comprendre ce que c'est, enfin que j'aime beaucoup, qui est très profond, très sérieux, très modeste, etc. J'avais lu simplement ce début pour montrer à quel point ce début était catastrophique. C'est-à-dire que vraiment, vous lisez simplement ça, vous avez l'impression d'avoir toutes les banalités d'habituel, etc. Et après, je me suis dit, mais tu es peut-être un peu sévère parce que comment pouvait-il commencer? C'est-à-dire que dire qu'il soit juste, qu'il ne soit pas un obstacle justement à ce vers quoi il s'agit de s'avancer, et qui néanmoins ne soit pas banal. C'était quand vous y pensez. Hein. Moi, j'ai encore eu ce problème parce que quelqu'un m'a demandé c'est quoi le zen en définitive. Et aller répondre en une phrase comme le veut le monde dans lequel on est, ou comme vous savez, il faut tout dire en 3 phrases. Bon, et encore, c'est trop, 3, 2 serait préférable. Bon, on peut pas dire ce qu'est le zen. Enfin, c'est impossible. Voilà. Donc, on pourrait par contre peut-être dire indirectement quelque chose qui fasse sentir progressivement ce que c'est. Alors ça, ce serait une autre démarche. Et c'est un peu celle que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire, c'est dans les conférences précédentes, je ne vais pas les raconter, rassurez-vous, mais pour ceux qui n'y étaient pas là, je suis obligé de dire quelques mots, sinon ce que j'ai à dire aujourd'hui et la prochaine fois perdra un peu de son sens. Donc j'ai préféré d'emprunter ce que Grotowski, vous savez Grotowski, le grand metteur en scène, là, que j'ai beaucoup lu récemment, appelle via negativa, c'est-à-dire une voix négative. Hein, comment finalement, qu'est-ce que ça n'est pas? Voilà, qu'est-ce que ça n'est pas? Et en disant très clairement ce que ça n'est pas, qui est beaucoup plus facile que ce que c'est, on s'aperçoit qu'on s'approche progressivement d'un centre qu'on essaye d'atteindre. Alors, il m'était apparu deux traits très importants qui me paraissent absolument définir cette pratique. Je dirais presque, en reprenant un mot de Michel Foucault, cette technique de soi. C'est un mot qu'il emploie dans l'histoire de la sexualité, quand il parle du stoïcisme, par exemple, ou donc une réflexion philosophique sur la façon de vivre. Technique de soi, pratique de soi. C'est un terme de Foucault qui est intéressant. Donc, 2 choses m'étaient apparues. Bon, la première, ça, Benjamin en a fait allusion y a fait allusion tout à l'heure, qui est très importante, évidemment. Très, très importante, c'est ce qui échappe, je dirais, au système de la volonté. C'est-à-dire qu'il est très clair qu'on ne peut pas s'installer dans le vouloir être ceci, dans le vouloir progresser de cette façon-là, etc.
et s'installer dans ce complexe, on pourrait dire, qui réunit l'objectif à atteindre et puis la marche vers cet objectif, donc qui définit la plupart des apprentissages. Nous avons une grande pianiste dans la salle qui est Claire Pradel, voilà, qui pourrait nous parler de l'apprentissage du piano. Mais effectivement, c'est pas du tout la même chose. Le fait de vouloir devenir un grand pianiste ne nuit pas au fait d'apprendre le piano, que je sache. Bon, alors qu'ici nous avons tout à fait autre chose. Nous avons effectivement, alors Trungpa le dit très bien, donc je me permets simplement de le lire parce que ça me paraît très important dans la pratique de la voie tibétaine. Le mouvement qui nous porte à rechercher quelque chose est en lui-même un blocage. Lorsque ce mouvement vient à s'user, alors notre nullité fondamentale commence à apparaître. Et ce qu'il appelle là cette nullité fondamentale, c'est évidemment le terrain sur lequel on va s'installer et travailler. J'avais aussi cité quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est ce grand maître zen qui s'appelle Lincy, que vous connaissez sûrement, qui est connu pour son maniement du paradoxe, de la provocation, enfin, etc. Et qui dit dans ses entretiens, plus on cherche, plus on est loin, car toute recherche va à son sens contraire. C'est là ce que j'appelle un secret. Voilà. Donc ça me paraît être le premier élément très important, et ça fait finalement entrer la spiritualité. Alors je vais employer ce mot entre guillemets pour l'instant, parce que pour l'instant, voilà, on l'emploie, donc c'est l'usage. Je ne le trouve pas très bon pour mille raisons, et surtout parce que c'est un mot flou. Bon, et qui sert à désigner des choses certes liées, mais un peu différentes. Quand on dit, par exemple, c'est oui, il y a une très grande spiritualité dans ce tableau. Et bon, on a besoin du mot spiritualité pour dire ça. Mais est-ce que c'est la même chose que ce dont nous parlons? Alors on sent bien que c'est pas oui, que c'est lié tout de même. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose, vous voyez? Donc le reproche que je fais à ce mot, c'est pas qu'il soit insupportable à mes oreilles, non, mais c'est son caractère flou qui me paraît. Je pense qu'on peut essayer d'avoir plus de précision, en tout cas de lui donner un usage peut-être plus précis, ou en tout cas de distinguer plusieurs usages. Alors, ça fait entrer la spiritualité dans un certain nombre de choses qui, au fond, sortent de ce complexe de la recherche et du vouloir. Alors là, c'est intéressant parce que brusquement, ça l'éclaire aussi. Par exemple, l'inspiration, ce qu'on appelle l'inspiration. Tout le monde vous dit, tous les artistes, les écrivains vous dites, voilà, c'est au moment où je ne m'attendais pas que telle idée m'est venue, enfin, etc. Ce qu'on appelle l'inspiration. Depuis très très loin, ce caractère paradoxal de l'inspiration, qui vient quand on ne l'attend pas, qui ne vient pas quand on la cherche, enfin, etc., a été reconnu. Platon parle déjà, hein, c'est le sens du mot enthousiasme, qui veut dire être possédé par le Dieu. Lion, enfin, c'est un dialogue de Platon qui s'appelle Lion. Et donc, d'où le personnage de la muse, hein, la muse inspiratrice du poète, c'est-à-dire que c'est la personnification de ce sentiment qu'on a effectivement, qu'on est habité par quelque chose qui naît en vous. Un autre domaine qui me paraît aussi relever de ça, et qui, pour moi, est très important, mais pour beaucoup de gens, pas du tout, et c'est pour ça que moi j'insiste dessus, parce que ça me paraît très important, c'est l'humour. J'ai toujours pensé, je pense de plus en plus, il faut prendre l'humour très au sérieux. Bon, entre parenthèses, tiens, vous avez oublié simplement un bouquin, mais auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Le rire étrange et qui est sur l'humour. Voilà, je le signale au passage parce que je vais reprendre une partie de ces analyses, enfin rapidement, mais bon, voilà. Donc l'humour et le comique, c'est la même chose. On ne peut pas vouloir être drôle, etc., etc. Et la volonté d'être drôle nuit au fait de l'être, enfin, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a tous vécues. Bon. Donc ça, c'est la première caractéristique sur laquelle insistent tous les maîtres spirituels, qui est très importante. La deuxième aussi, je tire tout ça d'ailleurs de Trungpa, j'invente rien, il n'y a pas à inventer dans ce domaine, hein, il y a simplement à parcourir, ce qui est très différent, à mon avis. Hein. En tout cas, pas inventer pour inventer. C'est que, là, c'est une autre notion que j'avais introduite, je ne sais pas si vous vous souvenez, probablement, oui, c'est ce qui n'est pas cadré et pas cadrable.
Alors, effectivement, Trungpa en parle aussi très longuement, très souvent, pas très longuement, mais très souvent, c'est la perte des points de repère. La perte des points de repère auxquels nous nous accrochons, effectivement. Alors, beaucoup sont sociaux, hein, je suis ceci, je suis cela, tu as ceci, je suis, etc. Bon, tout ce qui nous donne une place par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, etc. Cette notion de cadre, je l'emprunte, elle m'a toujours plu, parce que je l'ai toujours trouvée extraordinairement parlante et juste. Je l'emprunte en fait à deux auteurs dont j'ai parlé et dont je ne vais pas reparler, qui sont Bateson et Goffman. Donc Bateson, c'est l'anthropologue Gregory Bateson, et Goffman, c'est le sociologue. Bon, tous les deux sont anglo-saxons. Et je ne reviens pas sur... parce que Goffman, notamment, en a fait un livre qui est un peu indigeste, enfin, très long, bon, très sérieux. Mais si on se plonge dedans, extrêmement intéressant, ne serait-ce que par des tas d'exemples qu'il donne de rupture du cadre, enfin, qui sont souvent très drôles. Voilà, il fait sentir ce que c'est. Alors, j'avais dit simplement pour indiquer, pour que tout de suite on voit ce que c'est. Bateson l'introduit dans un article sur le comportement de singes qu'il a observé dans un zoo, je crois à San Francisco, oui, c'est pas où il vit à Palo Alto. Et donc, il constate que, chose que maintenant on sait très bien d'ailleurs, que les singes jouent et peuvent jouer. Et que jouer veut dire imiter un comportement éventuellement agressif. Mais il se pose une question extrêmement intéressante, c'est presque le comportement agressif. Donc il y a un message en plus qui est attention, ceci est un jeu. Et le titre, l'article s'appelle The Message, This is a Play. Il se pose la question de savoir comment est émis ce message, ce méta-message. Donc jeu, c'est un cadre. Hein, on voit très bien que jeu définit un cadre. Si nous jouons, voilà, si brusquement on se mettait à jouer, il y aurait une règle qui apparaîtrait, il y aurait tout un certain nombre de choses qui disparaîtraient, comme par exemple, ça peut arriver, mais enfin qui se minimiserait comme l'émotion. Par exemple, bon, on peut évidemment être ému par quelqu'un qui perd un jeu alors que c'est important pour lui, mais enfin c'est quand même marginal globalement. Le jeu est de l'ordre du ludique, etc. Il y en a d'autres, évidemment, dans la vie professionnelle, ben, ne serait-ce que le travail. Hein. Le travail, c'est un cadre. Je crois que j'évoquais, comme je vivais dans les déjeuners professionnels, la force de cette notion de cadre, parce que justement, c'est au fond, ça pèse aussi à tout le monde. Et que j'avais remarqué que dans un déjeuner professionnel, si vous sortez du cadre, l'autre est très soulagé, vous aussi, et il se passe quelque chose d'étonnant, c'est qu'on a une sorte de bouffée de plaisir de vivre. Alors ça, c'est quand même important pour nous. C'est quelque chose, je crois, qu'il faut tenir comme ça à l'esprit, qui va revenir. C'est que la sortie du cadre peut être l'occasion d'un très grand plaisir. Et on le voit d'ailleurs dans l'humour. Parce que l'humour, enfin je vais en reparler après, mais l'humour est en partie une sortie du cadre et donne du plaisir, évidemment. Alors, donc, ce que nous apporte la conjonction de Bateson d'un côté et de l'autre de Trungpa, c'est justement de comprendre que le cadre est ce qui donne des points de repère, et que si donc nous voulons perdre ces points de repère pour aller vers autre chose, il faudrait, semble-t-il, sortir du cadre. Ce qui se comprendrait d'autant mieux que le cadre joue exactement, et moi je l'identifie, si vous voulez, dans une autre langue, à l'ego, au moi. C'est-à-dire que c'est effectivement Fabrice avait employé ce terme que je trouve très heureux, que l'ego est une chambre d'enregistrement. Effectivement, une sorte de bureaucratie. C'est une bureaucratie qui dit oui ou non, qui accepte ou qui refuse, qui, voilà, ça c'est digne de moi, ça c'est pas digne de moi, ça je veux le voir, ça je veux pas le voir, etc., pour constituer une image de soi. Donc, quelque part, il faudrait sortir de cette chambre d'enregistrement,
ce qui ne surprend pas, puisque c'est une des définitions classiques quand même qu'on donne de la spiritualité, d'aller au-delà du moi ou de traverser le moi, etc. La définition que donne Goffman du cadre, je vous l'avais dit, et je l'aime beaucoup, c'est le cadre, c'est ce qui répond à la question qu'est-ce qui se passe ici? Je trouve que c'est très bref et très fort. Vous arrivez dans une scène, qu'est-ce qui se passe ici? On vous répond les gens sont en train de jouer à tel jeu que vous ne connaissiez pas. Ah, voilà, donc c'était le cadre. Ou au contraire, ils sont en train de commencer à se battre parce qu'ils se détestent. Bon, très bien, voilà, c'est autre chose, etc. Et moi, je proposais d'intérioriser la notion, c'est-à-dire je pense que l'intériorité fonctionne aussi de cette façon-là, et donc de définir le cadre qui nous intéresse par qu'est-ce qui se passe en moi. C'est-à-dire, c'est le moment où je qualifie le divers de ce qui m'arrive, etc., par je mets une étiquette dessus et je dis, par exemple, eh bien voilà, je suis pas en train, je suis pas comme ça dans un véhicule en route, etc., regardé par la vitre. Je suis en train de prendre le bus à Paris pour aller à la maison de la méditation. Donc c'est un trajet. Vous voyez, on voit très bien comment fonctionne l'esprit. Je suis dans un trajet, etc. Et donc j'ai un comportement adéquat. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un trajet, etc., etc. Bon. Donc on voit très bien, effectivement, qu'il faudrait arriver à dépasser cette question que se passe-t-il en moi? Parce que si, et là-dessus, effectivement, Trungpa insiste beaucoup, et il a même délimité ce qui se passe, si au fond je le cadre en disant ce qui se passe en moi, c'est que je suis dans un progrès spirituel, bon, ce qui après tout, c'est pas un crime de se dire ça, on pourrait, bon, mais on comprend que d'une certaine façon, on commence à sortir effectivement de la voie. D'une certaine façon, on commence déjà à sortir de la voie, puisque, bon, encore une fois, on la cadre et on en fait un apprentissage, comme tout apprentissage, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'est absolument pas, ce qu'elle ne peut pas être, ce qu'elle n'a pas à être. Cette prise de conscience de la spiritualité comme spiritualité et l'enfermement dans cette prise de conscience, bon, ça c'est quelque chose sur quoi Fabrice insiste beaucoup à juste titre, Trungpa l'a parfaitement bien isolé, je dirais presque chimiquement, et l'a appelé d'un assez mauvais terme à mon avis, qui est matérialisme spirituel. À mon avis, pas très bon, parce que matérialisme, ça ne veut pas dire ça. Mais on comprend ce qu'il veut dire, en fait. Hein. Bon. On comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, c'est le moment où la spiritualité retombe en moi. Vous voyez, si je, comme on dirait, voilà. Boum, elle devient un élément du moi, de l'ego, qui se l'est approprié. Mais le problème, c'est que justement, elle n'est pas du tout faite pour ça. Et que, comme au fond, il est toujours le plus fort que tout, il faut partir du principe qu'il est plus fort que tout, je crois. Hein. Que l'ego est plus fort que tout. Il peut même être plus fort que le désir, même plus fort que le désir sexuel. On en a 1000 exemples, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc en fait, il est extrêmement fort, c'est une instance très très forte, tel point qu'on peut se demander s'il n'est pas vain de lutter contre. Mais j'aborderai après ce problème. En tout cas, on retombe sans cesse dessus. Et il est capable de noyauter tout ce dont il a pris le contrôle, etc., et de le détourner vers finalement des intérêts d'ordre moïque ou égoïque, pour le dire en termes lacaniens, imaginaires, etc. Donc, on comprend effectivement que il y a là quand même quelque chose qui fasse obstacle à ce que nous appelons la spiritualité. Et à ce moment-là, on arrive. Bon, je suis entré déjà dans ma conférence. Hein, je ne vais pas m'attarder. Je suis déjà sorti de ce que je disais d'une certaine manière. Enfin, sorti, je complétais. Donc, d'où une position qu'on comprend très bien, que la position du refus du cadre. C'est-à-dire, le cadre est un enfermement, c'est une prison, etc. Donc il faut sortir. Voilà. Bon, en gros, il faut sortir. C'était un peu là-dessus qu'on s'était quitté. Mais j'avais annoncé un troisième point qui est, au fond, et si on restait dans notre problème. Alors pourquoi j'ai annoncé ce point? C'est au fond ce que je voudrais essayer de dire aujourd'hui, mais vous comprenez bien que je ne pouvais pas l'aborder comme ça, parce que quelqu'un qui fait une conférence dont l'objet est comment rester dans ses problèmes intérieurs, bon, je ne pense pas que ça aurait beaucoup de succès. Un livre là-dessus, je doute qu'il se vende beaucoup. Bon. Donc,
Donc il y a cette position naturelle, etc., importante, qui est le refus du cadre. Et je dirais qu'elle est, d'une certaine manière, très liée à une certaine modernité. Voilà, c'est une position qui a une couleur de modernité. C'est-à-dire, ça me fait penser au Jouir sans entrave de mai 68. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, allez, si sous sang, il suffirait comme ça de donner un coup de pied, et puis on ferait autre chose, et puis la vie, on découvrirait la vraie vie, etc. Bon. Donc, c'est comme ça des choses qu'on entend beaucoup, toujours aujourd'hui, beaucoup à l'époque, mais toujours aujourd'hui, etc., où le cadre est perçu comme une prison, effectivement, quelque chose qui solidifie l'existence et dont il faut sortir. Alors, la première figure, je voudrais essayer qu'on les regarde ensemble, ces figures de sortie du cadre. C'est ça, pour moi, l'objet de la séance d'aujourd'hui, parce qu'elles sont très importantes pour nous. Et elles vont, me semble-t-il, chacune nous apprendre des choses. C'est la transgression. Hein, donc, sortir du cadre pour aller ailleurs. Bon, je vais en parler, mais je voulais dire avant peut-être une chose que j'étais en train d'oublier, mais que j'avais déjà dite, c'est que cette position que je définis comme effectivement un certain trait de la modernité, c'est aussi, et ça c'est très important de l'avoir à l'esprit, la position mystique. Et ça c'est très important de l'avoir à l'esprit, et je me souviens que j'avais lu des passages de la Nuit obscure de Jean de la Croix. Bon, c'est l'expérience donc de la nuit dans laquelle je perds mes points, mes points de repère volontairement. Hein, je les perds progressivement. Nuit des sens, nuit de l'entendement, enfin une nuit de plus en plus profonde, donc qui est très difficile à vivre. Et donc, au fait, ce que nous pourrions appeler, nous, des cadres de la vie, progressivement. Pourquoi je fais ça? Parce que quand j'arrive au point extrême de ma nuit, c'est-à-dire de cette vie sans point de référence, qui est extrêmement difficile à vivre, peut-être même inatteignable en grande partie, c'est donc aussi quand je suis sorti de l'ego, d'une certaine manière, ou en tout cas quand j'ai vu un espace très au-delà de l'ego, c'est exactement et précisément la position dans laquelle je peux saisir, enfin saisir, on ne peut pas le saisir, mais dans laquelle je peux voir, on ne peut pas le voir, mais dans laquelle je peux, j'ai presque envie de dire, mais l'image est horrible, être branché sur, voilà, être connecté avec bon, Dieu, tout simplement. Voilà. Il apparaît sa formidable absence, que nous constatons tous les jours, se mue en présence. Voilà ce qu'on pourrait dire, me semble-t-il, sans trahir. C'est une position tout à fait respectable, mais dont je dirais quand même qu'elle est extrême. Je parlerai un peu après de la transgression de selon Bataille, par exemple. C'est pour moi aussi une position extrême. Ces positions extrêmes définissent tout un courant qui est très, très important, fondamental pour moi dans le christianisme, qui est le credo quia absurdum. Hein, c'est-à-dire, en fait, on atteint Dieu par l'absurdité de sa propre croyance en Dieu, qui est absolument impossible. Hein, il y a un très beau texte de Tertullien, où Tertullien, qui c'est un grand-père de l'Église, dit, à propos de la résurrection, dit le Fils de Dieu, est né d'une femme. C'est incroyable, c'est tout à fait croyable parce que c'est incroyable. Étant né, il est mort. C'est parfaitement acceptable parce que c'est inacceptable. Et étant mort, il est ressuscité. C'est certain parce que c'est impossible. Alors là, j'ai raté un peu. Enfin, c'est beaucoup plus beau que ça. Hein. Je l'ai cité de mémoire, mais il y a une sorte de montée comme ça. C'est certain parce que c'est impossible. Donc, effectivement, la résurrection, c'est le signe de cette chose absolument incroyable. C'est parce que c'est incroyable et que donc ça n'appartient pas à l'ordre humain, à l'ordre du croyable, personne ne peut croire ça, que c'est là qu'est Dieu. Hein, par un renversement. Voilà. Alors,
Saint Paul insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs, hein, en disant que le cœur que la résurrection c'est le cœur de notre croyance, dit Paul. Si on nous enlève ça, tout s'effondre. Et la critique consiste à dire, oui, mais ça n'a pas de sens, c'est insensé, c'est absurde. Il répond, effectivement, c'est complètement absurde. Il emploie le terme en grec anoétos, c'est-à-dire dépourvu de sens, anoétos, etc. Donc voilà. Mais simplement, celui qui s'installe là-dedans et qui donne sens à ce qui apparemment n'en a pas, eh bien, effectivement, c'est celui-là qui est le plus proche de ce qu'est le divin. Alors, vous voyez que c'est extrêmement profond en même temps, hein, évidemment, c'est extrêmement profond et au fond, j'allais dire très intelligent dans sa volonté de refuser l'intelligence. Donc, tout ça, c'est pour dire que il ne s'agit pas du tout de critiquer cette position, s'il n'y a pas beaucoup de sens. Il s'agit plutôt peut-être d'avoir un temps d'arrêt, justement, un peu comparable à celui que nous avons eu grâce à toi. Et ce temps d'arrêt, de se dire, mais quelque chose de très modeste, comme par exemple, mais est-ce que c'est vraiment pour moi tout ça? C'est-à-dire, je lis ça, on me parle de ça, alors je lis ce texte qui est très beau, de Jean de la Croix, je l'avais lu, je lis Saint-Paul, bon, etc. Mais au fond, une question un peu pascalienne. Vous voyez, Pascal se dit, mais au fond, moi, qu'est-ce que je peux faire de tout ça dans ma vie personnelle? Comment ça peut intervenir, etc. Pascal dit déjà, agenouillez-vous, comme vous savez, la foi viendra ensuite. Hein, c'est-à-dire la pratique précède la croyance et non pas la croyance la pratique. Donc là, on est très proche d'ailleurs d'une certaine manière de la méditation. Mais c'est pas ça que je voudrais dire, moi. Là, c'est plutôt que, au fond, ce sont des positions qui sont en dehors de l'excès. Quand on lit Georges Bataille, par exemple, l'érotisme de Georges Bataille, donc où il parle de l'érotisme comme transgression, on a cette même impression, c'est-à-dire, pas plus une impression puisqu'il emploie le terme. Hein. Il y a une sorte de culte de l'excès, c'est l'excès, etc. On sent que c'est très valorisé. Parfois, c'est un peu daté d'ailleurs, cette espèce de volonté d'être excessif. Bon. Et on y sent quand même une sorte de petit frémissement narcissique aujourd'hui qu'on ne sentait peut-être pas à l'époque, mais qui aujourd'hui devient un peu gênant. Bon. Mais ça n'enlève rien par ailleurs à ce qu'il a dit, hein, qui est effectivement très intéressant, je trouve. Bon, mais sur la transgression, j'y reviendrai après. Mais en tout cas, si on prend un peu de recul, on peut simplement se dire peut-être ceci c'est une voie, mais il est peut-être d'autres voies. Autrement dit, on constate que c'est peut-être la bonne position à avoir face à l'excès. C'est-à-dire, en fait, il ne s'agit pas de combattre l'excès. Talleyrand n'est pas si loin de balayer la vérité avec sa fameuse formule souvent citée, l'excès est insignifiant. Formule d'une très grande intelligence, qui est celle de Talleyrand. Et moi, que j'ai toujours trouvé assez extraordinaire, quand même, insignifiant. Parce qu'il aurait pu dire est inutile, est insignifiant. Bon. Donc, il y a peut-être, quand on commence à le voir en tant que tel, ça dégage quelque chose d'autre. De même que, quand on, pour revenir à ce que je disais de la prison intérieure au tout début, enfin de l'annonce de mon plan, là je parle sous le contrôle des psychothérapeutes qui sont dans la salle. Moi, une chose qui me frappe finalement, c'est, je crois que Lacan a employé ce terme, la résistance de la névrose. C'est-à-dire que c'est, au fond, ce qu'on voudrait changer est extrêmement résistant. Bon, beaucoup plus qu'on ne le croit, beaucoup plus peut-être qu'on ne nous le dit, etc. Ça insiste quelque part. Hein, ça insiste pour exister, pour être. On n'en sort pas du tout comme ça. Donc là encore, ça nous interroge quand même. Là, c'est Lacan qui peut nous aider pour cette petite partie du chemin, là, si vous voulez. Ça nous interroge sur le bien fondé du vouloir changer. Parce que, imaginons quelqu'un qui dise ben, moi je veux changer, donc je voudrais avoir 6 membres et non pas 4, ce serait beaucoup plus commode pour saisir les objets, etc. Sa volonté de changement n'a aucun sens. Bon.
donc elle n'est pas intéressante en soi, etc. Là, on peut se demander par moment si on n'est pas un peu là-dedans en définitive, et pourquoi. Et alors, Lacan a une réponse, comme souvent chez lui, à la fois très simple, pour reprendre un terme d'Hergé dans un des albums de Tintin, c'est une histoire à la fois très simple et très compliquée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage d'Hergé que j'aime beaucoup. Bon, c'est souvent des choses très simples et très compliquées. Il dit, mais c'est parce que le symptôme, on lui parle en termes de symptômes, hein, bon, c'est parce que le symptôme a rapport avec la vérité, tout simplement. Voilà pourquoi. Parce que le symptôme est la vérité du sujet, dit sa vérité. Et que par conséquent, vouloir en changer, quelque part, c'est vouloir quitter sa propre vérité. Et pour aller vers quoi? Et c'est surtout s'avancer dans la non-reconnaissance de ce qu'on est. Alors vous voyez, là quand même, c'est vrai que grâce à lui, nous voyons quelque chose que nous ne voyions pas. Parce que vouloir changer, tout le monde veut changer, puisque personne n'est satisfait en gros de ce qu'il est. Hein. Bon. Ni de son corps, ni de rien du tout, ni de son statut social, ni de son nom, etc. Bon, ni de son prénom. Moi, je déteste mon prénom et mon nom, par exemple. Je n'aime pas mon prénom, mais plus grave, je n'aime pas non plus mon nom. Donc, quand je dis mon nom, je sais que la personne, comme il est très rare, je sais que la personne s'affole et se dit, mais comment ça s'écrit? Il n'ose pas me le dire. Donc, tout de suite, je lui dis, c'est très simple, ça s'écrit. Et alors, invariablement, j'ai la réponse, ah, mais c'est très simple au fond. Oui, je vous ai bien dit. C'est pas un nom compliqué, c'est un nom simple, mais rare, tout simplement. Voilà, bon. Donc, en fait, on peut se poser cette question. Et à ce moment-là, on peut peut-être voir la lutte contre le cadre et la volonté de sortie du cadre comme une voie parmi d'autres. Après, j'ai tas de choses, parce que sinon on n'en sortira pas, mais peu importe. Comme une voie parmi d'autres qui est respectable, mais qui n'empêche pas d'autres voies. Et ces autres voies consisteraient à dire, en gros, il est vain de lutter, il est vain de vouloir sortir du cadre en tant que tel, enfin de poser ainsi le problème. C'est aussi vain que de vouloir sortir du moi. Poser ainsi le problème est vain. Et par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est effectivement peut-être explorer des voies qui seraient, au fond, des voies de vivre avec le cadre, de jouer avec le cadre. Et c'est ces voies différentes que je voudrais très rapidement évoquer maintenant. Alors encore une fois, je ne les préconise pas forcément, je voudrais les explorer très rapidement, simplement parce que c'est toujours le même chemin. Qu'est-ce qu'il y a pour nous là-dedans? Voilà, pense à ça. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qu'est-ce qu'on va en tirer, nous, pour notre chemin personnel à nous? La première voie, j'y ai fait allusion, c'est donc la voie de la transgression. Alors, cette voie de la transgression, elle a été explorée par Georges Bataille dans le livre qui s'appelle L'érotisme. Elle a été explorée à partir de l'érotisme et de la sexualité, vue comme effectivement une pulsion fondamentalement asociale, fondamentalement différente du monde réglé, etc., du monde des... voilà. Et donc porteuse de quelque chose qui nous échappe et qui est une partie de notre vérité humaine dans le monde du travail, des relations sociales tempérées, etc. Alors, ça, d'accord, très bien, mais c'est pas ça qui est intéressant, parce que ça, c'est un peu une banalité. Bon. En revanche, ce qui est très intéressant, et qu'à mon avis, il a été le premier à dire, mais peut-être que je me trompe, c'est d'avoir tout simplement lié la transgression eh bien, à la règle, à la loi, aux tabous, aux interdits. C'est-à-dire d'avoir, au fond, fait la distinction fondamentale entre la transgression qui implique ce qu'on transgresse, et c'est ça sa grande force et sa grande idée qu'il développe, et
un simple retour à la nature. Hein, il le dit très clairement. La transgression diffère du retour à la nature car elle lève l'interdit sans le supprimer. Et là, c'est très nettement dit. Elle lève l'interdit sans le supprimer. Elle s'en nourrit d'une certaine manière. Elle en a absolument besoin. Il cite une phrase de Baudelaire qui n'est pas très heureuse d'ailleurs, enfin, qui est du Baudelaire un peu, quand il devient un peu lourd, où Baudelaire dit oui, le plaisir. Le plaisir, enfin il dit de l'amour, mais on comprend que ça veut dire en fait à l'époque on dit de l'amour, aujourd'hui on dit les choses plus crûment, on dit du sexe, parce que c'est de ça dont il s'agit. Tout le plaisir du sexe finalement consiste dans la certitude de faire le mal. Bon, alors c'est un peu comme toujours excessif, un peu, etc. Bon, un peu narcissique justement, mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant quand même, encore une fois, quand on le décape de ça, c'est-à-dire que, oui, en effet, on a le sentiment que, alors c'est très discutable parce qu'on peut dire oui en Occident, mais on l'a pas eu en Orient, enfin, etc. Et puis évidemment, il y a d'autres traditions et d'autres vécus du sexuel. Bon, mais c'est effectivement, nous on a cette impression qu'on franchit et qu'on entre dans un domaine, etc., qui quelque part est un peu quand même interdit. Hein, bon, donc là c'est tout à fait intéressant parce que il n'est pas du tout sur une position donc, de libération sexuelle, etc. Pas du tout, au contraire. Hein. Il pense qu'il y a, il le dit, une profonde complicité de la loi et de la violation de la loi. C'est lui qui le dit encore une fois. Et que l'expérience intérieure, bon, vous savez, ça c'est son grand mot, l'expérience intérieure de l'érotisme demande de celui qui l'a fait une sensibilité non moins grande à l'angoisse fondant l'interdit qu'au désir menant à l'enfreindre. Voilà. Alors, donc, si on revient dans notre problématique à nous, ça veut dire que la transgression, ce type de transgression, ou la transgression en général, finalement, n'abolit pas le cadre du tout, mais a besoin du cadre pour exister. Bon. Alors, il y a un esprit qui est très proche de Bataille, puisqu'ils ont travaillé ensemble, que vous connaissez sûrement, et que moi, personnellement, je préfère à Bataille, qui est Roger Caillois, qui est un très très grand anthropologue français et sociologue anthropologue français. Ils ont travaillé ensemble, qui généralise finalement ça. Enfin, généralise, ça voudrait dire qu'il est parti de Bataille. Il n'est pas du tout parti de Bataille, hein, mais ils ont travaillé de concert, mais qui propose quelque chose de plus général que simplement sur l'érotisme, dans le très beau livre dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle L'homme et le sacré, où il distingue donc deux domaines, qui est vraiment extraordinaire livre, hein, parce qu'à la fois c'est très profond, c'est très bien écrit, hein, il y a une sorte d'élégance de l'écriture chez les anthropologues de cette époque, qui est encore chez les Lévi-Strauss d'ailleurs, hein, une sorte d'écriture sobre, élégante, claire, bon, voilà, on n'est pas alourdi par le jargon, par un excès de jargon, etc. Et alors, ce qui est intéressant, moi je ne vais pas tout dire ce qu'il dit, bon, parce qu'effectivement c'est très intéressant en soi, mais ça nous entraînerait très loin. Ce sur quoi il met l'accent, c'est sur la fonction de la fête. Ayant défini donc deux mondes qui sont le profane et le sacré, dont il dit que chacun ne peut se définir que par rapport à l'autre, il est très difficile de définir en soi le profane autrement que comme ce qui n'est pas sacré et inversement. Eh bien, il se passe quelque chose de... Donc le profane, évidemment, est fait d'un ensemble d'interdictions, de tabous, de rituels, de choses observées, etc. Et en fait, on constate que dans beaucoup de civilisations, il y a un moment, une fête particulière, où on enfreint tous les tabous. C'est assez connu. Elle a souvent lieu à la fin de l'année. À Rome, ce sont les Saturnales. En Grèce, ce sont les chronies, etc. Pendant le Moyen-Âge, c'est la fête des fous. Alors, bon, j'avais prévu de le lire, mais ça va nous prendre trop de temps, peu importe. Ce qui est frappant, c'est l'audace de ce qui se passait dans ces fêtes, hein, où tous les pouvoirs sont ridiculisés, caricaturés. L'ordre social est inversé. À Rome, par exemple, c'est ce que je ne savais pas, moi, dans les Saturnales, c'est le maître qui sert l'esclave. Bon, donc on va très très loin. Il y a des parodies de messes qui font penser à la messe noire déjà, hein,
où le crucifix est renversé, où on fait les choses à l'envers, où le prêtre est ridiculisé, ridicule, etc. Donc ça va très très loin dans la transgression. On sent très bien que on est dans un domaine qui se veut lui-même aussi terrible que le sacré. Donc on enfreint, c'est une véritable transgression qui me paraît plus effrayante, j'allais dire, que l'érotisme de bataille, très franchement. Parce qu'on voit très bien que on ne voit même pas où ça peut s'arrêter. Ça commence par des choses qui paraissent libératoires, mais on voit très bien que ça va beaucoup plus loin. Bon, alors, dans beaucoup de civilisations, ça existe, donc il donne des tas d'exemples dans de multiples civilisations en Afrique. Ça, c'est presque, semble-t-il, une constante des civilisations dites traditionnelles. Ça se produit dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire les plus proches de nous, c'est-à-dire Rome, pour aller vite, ça se produit à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que, et c'est là que l'analyse de Caillois est très très forte, parce que, en fait, c'est comme si chaque fois que, si vous voulez, un tabou était enfreint, on fragilise finalement l'ensemble de l'ordre du monde. Toute faute, tout manquement, etc., c'est comme si vous donniez un coup dans un système, dans une voiture, etc., bon, ça la fragilise. Et par conséquent, le sacré est affaibli par toutes ces transgressions. Et par conséquent, pour retrouver la force et la virginité du sacré, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire revivre. Alors il y a des situations dans lesquelles c'est très net. On revit l'émergence de l'ordre du chaos. Donc on remime, si vous voulez, voilà ce qu'était le chaos et comment on en est sorti, etc. Donc ce sont des faits qui ont, là aussi, une fonction qui peut paraître paradoxale, c'est-à-dire qu'en enfreignant les tabous, eh bien, finalement, on renforce l'ordre mondi, l'ordre du monde, etc. Donc, on voit progressivement que cette position donc, de la transgression nous montre très bien à quel point, et ça c'est quelque chose par exemple que n'ont pas du tout justement à l'esprit beaucoup de transgressifs ou de pseudo-transgressifs qui nous entourent, c'est à quel point ils ont besoin tout simplement de ce qu'ils enfreignent et à quel point ça le renforce quelque part. Et ça c'est très bien établi par l'analyse de Bataille et par celle de Caillois. Donc ce lien entre la position d'un cadre et au fond, l'extériorité de ce cadre, ce lien presque réciproque, où chacun, en définitive, a besoin de l'autre, voire le renforce, puisque là, on est au extrême, on a besoin de la transgression pour régénérer l'ordre. C'est pas simplement que c'est toléré, c'est qu'on en a besoin, parce que si on ne le fait pas, l'ordre de lui-même se dégrade. Bon, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que ça fait voir autrement cette notion d'ordre, d'ordonnancement de la vie, qui est, par une position un peu bêtement moderniste, je dirais, trop rapidement perçue comme négative et quelque chose qu'il faudrait absolument enfreindre. C'est une première position. Il y en a une deuxième, sur laquelle je passerai beaucoup plus vite, mais je vous renvoie donc au petit bouquin que j'ai écrit sur le comique, c'est justement l'humour. Alors l'humour, c'est extrêmement important aussi pour nous à considérer de près. D'ailleurs, Trungpa insiste beaucoup là-dessus en disant l'humour fait voir les deux côtés de la situation, dit-il. L'humour, ce qui est intéressant de notre point de vue, c'est que là encore, il pose un cadre et il pose en même temps le franchissement de ce cadre. Je me suis appuyé dans mon bouquin sur le très beau livre de Bergson, vous savez, avec la fameuse formule, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant. Bon. Et voilà, donc à un certain moment, le cadre se solidifie, et se solidifie d'une manière qui devient inacceptable aux yeux même de tout le monde, alors que normalement il est forcément dans la respectabilité, le cadre il est fait pour ça, puisqu'il est supposé définir la situation. Et donc il permet une sortie brusque du cadre qui à la fois paraît s'imposer
et néanmoins le remet en question. Un exemple que j'avais donné, que ne donne pas Bergson, mais qui est très clair, que j'aime beaucoup, et dans un film des Marx Brothers, je crois que c'est Un jour aux courses, il me semble, il y a une scène dans laquelle un personnage très important, je crois, de princesse apparaît, etc. Et Groucho Marx veut lui montrer sa déférence, alors, etc. Donc il commence il se courbe, etc. Puis se met à genoux, bon, puis se met à plat ventre, bon, etc. Et puis il y a un moment, que peut-il faire d'autre? Il commence à ramper, puis que peut-il faire de plus? Et à ce moment, il commence à faire des pompes en gymnastique, etc. Donc c'est effectivement extrêmement drôle, hilarant. Et là, on voit très très bien la force de l'analyse de Bergson. Hein. C'est-à-dire que ça a continué mécaniquement au-delà de ce qui était permis et possible, etc. Et c'est ça qui déclenche le rire, etc. Je crois que j'avais cité aussi cet exemple des douaniers dont il parle longuement, mais ça c'est une histoire tout à fait réelle qui s'est passée dans les environs de Dieppe, où des gens, je crois un navire anglais, étranger en tout cas, était en perdition, et donc les douaniers de Dieppe sont venus le secourir, et quand ils ont abordé le bateau, ils leur ont demandé, première chose, s'ils avaient quelque chose à déclarer. Bon, là encore, c'est tout à fait. Ça, là, c'est Bergson lui-même qui le cite. Hein. C'est tout à fait éclairant. Hein. C'est-à-dire, quelque chose se poursuit au-delà de l'acceptable. Il est comique de venir s'insérer dans un cadre préparé. Ce qui est comique par-dessus tout, c'est de passer soi-même à l'état de cadre, c'est-à-dire de se solidifier en caractère. Bon, alors je n'insiste pas parce que l'analyse est très très belle et je vous renvoie simplement donc à ce livre. Mais voilà encore un cas où il y a encore, tiens, simplement pour nous faire rire un peu, parce que c'est très drôle, ça c'est chez Gogol. Alors vous savez, Gogol, avec sa satire du fonctionnaire russe, etc., bon, qui est à la fois très rigide, assez bête et un peu corrompu sur les bords. Et donc il dit à un inférieur hiérarchique, tu voles trop pour quelqu'un de ton grade. Et, bon, tu voles trop pour quelqu'un de ton grade. Voilà. Voilà, là encore une fois, la hiérarchie sociale est poussée jusqu'au moment où normalement, ne peut pas fonctionner. Alors, dans tous ces cas, le cadre continue de fonctionner et d'être là à titre de référence. Si vous supprimez le cadre, l'humour disparaît. Et alors, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon livre. On entre dans quelque chose d'autre qui est très proche et plus du tout comique, et qui est l'inquiétante étrangeté dont a parlé Freud, c'est-à-dire que quelque chose apparaît que je ne sais plus ni ne peux cadrer. Hein, et je crois que j'en avais parlé. Hein, c'est ça, j'en avais parlé donc de la scène, donc du texte de Freud dans lequel il raconte qu'il s'est perdu à Rome. Il y a un très beau texte de Freud sur l'inquiétante étrangeté, dans laquelle il raconte qu'il s'est perdu à Rome, qu'il connaissait très très mal, et il est tombé, sans le vouloir, sur le quartier des prostituées. Bon, et il était assez gêné. Bon, et puis, voulant s'extraire de ce quartier, comme il s'est reperdu, et il est retombé exactement au même endroit. Bon, alors tout le monde commençait à se foutre de sa gueule, évidemment. Bon, et puis finalement, il s'est encore reperdu. Et là, il a dit, je suis arrivé dans une sorte de non-monde, de non-lieu. Et une angoisse très très profonde m'a saisi. Et cette angoisse, donc, c'est celle que nous éprouvons effectivement lorsque quelque chose apparaît et nous ne savons pas quoi. C'est-à-dire que notre cadre de perception, tout ce qui nous permet de comprendre la perception que nous avons et donc de savoir comment nous situer, est levé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'on voit qu'en fait, le comique et l'inquiétante étrangeté, c'est le même lieu, entre guillemets, parcouru par une électricité différente. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'exemple que je viens de donner de Freud, on peut très bien imaginer un traitement comique de cette scène.
parfaitement, hein, c'est-à-dire le savant très connu qui a parlé de la sexualité comme la pulsion essentielle, mais qui au fond est très mal à l'aise quand il arrive dans le quartier des prostituées, etc., qui en plus se perd. Enfin, vous voyez, on peut le transformer assez facilement en personnage comique. Donc là, on voit très très bien qu'il y a une véritable proximité. C'est plus qu'une proximité, enfin, moi c'est la thèse que j'ai dans mon livre, c'est le même lieu. C'est le même lieu, et même chez Molière, par exemple, qui est un grand maître du comique, eh bien, quand vous poussez un petit peu, et il le fait lui-même, ben, je sais pas, je pense au final du Malade imaginaire, par exemple, avec le Jureau, etc. Et c'est très drôle, mais c'est effectivement très drôle, très burlesque. Mais finalement, alors peut-être parce qu'on sait qu'il est mort, etc., quasiment le jouant, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez inquiétant, au fond, qui apparaît dans ces médecins, dans ce latin macaronique, dans cette cérémonie, etc. C'est inquiétant qu'on retrouve, par exemple, lorsque, toujours dans la maladie imaginaire, quelqu'un lui conseille de feindre d'être mort, comme ça il verra le stratagème, le piège qu'on est en train de lui tendre. Et alors il a cette phrase extraordinaire, cette formule extraordinaire, mais n'y a-t-il pas quelque danger à contrefaire la mort? Voilà. Et alors là, je suis très surpris. Le personnage lui répond, mais quel danger vous diriez-vous qu'il y eut? Quelque chose comme ça. C'est extraordinaire quand même. Hein. Extraordinaire, parce que là on voit très bien, pour moi, j'aime bien cette phrase, parce qu'elle est exactement à l'arête du comique et de l'inquiétante étrangeté. Elle est assez comique, et il a écrit visiblement pour faire rire, parce qu'il n'y a aucun danger. Bon, mais elle est quand même quelque part assez effrayante. Hein. Il y a quelque chose, il y a une vision de la mort derrière qui est. Voilà. Donc les deux sont très très proches, et on voit que c'est justement le cadre qui nous permet de rester dans l'humour et d'échapper à l'inquiétante étrangeté. Donc il a une fonction extrêmement positive là encore, mais encore une fois, oui, je vais peut-être aller un peu plus vite, parce que combien vous me donnez encore un petit quart d'heure, pas plus, hein, parce que, hein, non? Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais de toute façon, cela dit, je ne suis pas obligé de finir exactement ce que je voulais dire, puisqu'on justement on a 3 séances, c'était pour ça. Donc, je vais peut-être aborder encore une autre figure, puis je terminerai peut-être là-dessus, à laquelle on ne pense pas, et qui est extrêmement intéressante, parce que là, complètement paradoxale aussi. Alors, ce sont donc toujours des figures où le cadre est maintenu, et néanmoins parcouru autrement, où on a pris une distance avec le cadre. Hein, donc j'essaye de définir cette position-là par rapport à une sorte de voie du milieu, si vous voulez, par rapport aux deux autres positions qui sont très claires, qui sont y rester complètement et le refuser complètement pour aller ailleurs. Donc j'ai essayé de montrer les dangers ou les impossibilités ou les difficultés que posait le refus complet du cadre, etc. Alors j'apporte donc une troisième figure, si vous voulez, et alors qui est plus inattendue encore, qui est l'improvisation. Alors l'improvisation, c'est tout à fait intéressant. J'y avais jamais pensé, quoique l'ayant vécu, mais justement dans des conférences comme celle-ci. Mais c'est en lisant Grotowski, auquel je faisais allusion tout à l'heure, donc, et en lisant surtout un livre sur l'apprentissage de Grotowski, de Thomas Richard, qui s'appelle Travailler avec Grotowski, que je me suis aperçu de ça. Grotowski, donc, en gros, comme vous savez peut-être, pour aller très très vite, c'est pas notre objet, hélas, parce que c'est très intéressant, tout son travail, c'est au fond, de faire venir chez chaque acteur, de faire advenir l'authenticité de ce qu'il est. Voilà. Parce que c'est là qu'est sa force, tout simplement. Bon, alors tout simplement, mais c'est facile à dire et beaucoup plus difficile à faire. Donc vous voyez tout ce qu'il faut dégager, débarrasser, enfin, etc. Bon. Et donc, il y a tout un certain nombre de travaux, etc. Et c'est pour arriver, d'une certaine manière, à lui donner la possibilité d'improviser. Bon. Mais une improvisation, il insiste beaucoup là-dessus. Alors ça, j'en parle dans le bouquin, donc qu'est-ce que l'homme de vérité? Une improvisation qui ne soit pas au fond bidon, mais qui soit une véritable improvisation tout à fait réelle, qui fasse sortir des choses fortes, convaincantes, c'est-à-dire d'une certaine manière vraies.
car il a remarqué, et tout le monde l'a remarqué d'ailleurs, que quand on dit aux gens improvisez, faites n'importe quoi, faites ce que vous voulez, ce qui sort d'une extrême pauvreté. Et en gros, c'est des clichés, et en gros, voilà, on essaie de paraître d'avant-garde, on essaie de paraître ceci, on essaie de cela. Bon. Donc, comment traverser? Là, on voit très bien la force de l'ego. Hein. C'est lui qui bloque tout, parce que forcément, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que je vais moi-même penser de moi? Quelle image je donne? Moi, ça. Donc, pour faire surgir quelque chose d'autre, c'est-à-dire que l'improvisation réalise quelque chose d'autre, comment faire? Et c'est un des éléments, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est comment faire pour traverser ce niveau-là. Alors, ce qui est tout à fait intéressant et surprenant, et sur le quoi je vous invite à méditer, parce que c'est extrêmement intéressant, et paradoxal, c'est qu'il insiste sur la structure, justement. C'est-à-dire exactement le contraire de l'improvisation. Et il insiste sur la préparation. Et il ne cesse de répéter ça, et Thomas Richard, qui est son élève, ne cesse de le répéter. Il faut absolument préparer quelque chose, et quelque chose de fort, etc. Et on s'aperçoit que la structure, plus elle est forte, je dirais, je vais commencer par dire ça, je vais commencer par dire ça un peu bébêtement, si vous permettez. La structure, plus elle est forte, plus elle donne envie que de dire autre chose, de faire autre chose, etc. Plus c'est au point, et ça on le vit tout à fait comme conférencier. D'où par exemple l'idée préparer, ne pas préparer. Moi, oui, moi j'ai pas besoin de préparer. Sous-entendu, je suis habité par les dieux, tout ça vient, bon, etc. Bon, moi j'ai envie de répéter. Vous seriez habité par des dieux encore plus intéressants si vous aviez préparé quelque chose. Bon, parce que vous ne diriez pas forcément ce que vous avez préparé. Expérience qui m'est arrivée d'ailleurs à moi-même dans les conférences précédentes où j'ai dit des choses très différentes. Pas bon, c'était pas contradictoire. Bon. Mais ce qui est intéressant et ce que montre Grotowski, c'est que improviser à partir d'une structure n'est pas la même chose qu'improviser à partir de rien du tout. Et improviser à partir d'une structure forte, parce qu'il ne s'agit pas que la structure soit faiblarde, hein, n'est pas du tout la même chose qu'improviser à partir d'une structure faiblarde et très peu convaincante en elle-même. Bon. Et il a un mot étonnant, qui est le mot de piège. Il dit, parce qu'elle est comme un piège contre lequel, finalement, la spontanéité va réagir. Donc il faut que le piège soit élevé, soit intéressant, soit habile, etc. S'il est trop grossier, la réaction est grossière. Si par contre il est effectivement très bien structuré, etc., eh bien, il vous projette sur quelque chose qui effectivement est peut-être autre chose, mais est au moins aussi intéressant que lui. Voilà. Et ça, je trouve que c'est d'une incroyable justesse, parce qu'il y a ce petit miracle qui se produit à chaque conférence, mais souvent dans les conférences, beaucoup de gens vous le diront, et ce qui m'a permis, moi j'ai jamais joué sur une scène, mais qui m'a permis de comprendre une partie de ce que c'est que jouer effectivement sur une scène, c'est que ce qui sort dans une improvisation de ce type est ce qui intéresse toujours le plus la salle. Alors, il y a des raisons, je crois que ça l'intéresse, parce qu'elle a l'impression que ça, c'est fait pour elle, que ça vient de se créer pour elle, ce qui est vrai, et que donc ça s'adresse à elle, que c'est pas du réchauffé, etc. Hein, donc c'est comme le mot d'esprit, il sort, il est très drôle, parce que c'est pas du réchauffé. Si on sent que vous avez préparé votre mot d'esprit, plus personne ne rit, etc. Ça sort, et l'autre en est en grande partie prenante, si je dis. Il en est partie prenante. C'est lui qui l'a fait sortir aussi. Il le sait quelque part. Donc il y participe. Hein, et c'est un plaisir à deux. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quelque chose est sorti, mais que, voilà, qui n'était pas forcément attendu, et que la situation a permis, et qui donc est sorti de la situation aussi. Et je pense que ça donne une force, effectivement, qui est très bien enregistrée par le public. Et je pense qu'une des façons de dire, mais là je m'avance parce que je ne suis pas un spécialiste de Grotowski, mais une des façons dont on pourrait résumer son travail, c'est comment arriver à faire ça, mais à partir du jeu théâtral. C'est-à-dire souvent d'un texte qui existe déjà.
voilà, d'un personnage, d'un livret, enfin, etc. Hein, comment arriver finalement à ce que c'est ce dont nous parlons là, cette région l'atteigne néanmoins à travers ça. Alors Peter Brook, il est aussi un peu là-dessus, même beaucoup là-dessus. Beaucoup là-dessus, ces exercices. Bon, il a même quasiment écrit une pièce qui est venue des improvisations diverses de la troupe, de la compagnie, etc. Mais voilà, je ne m'attendrai pas là-dessus parce que ça nous entraînerait trop loin. En tout cas, c'est tout à fait intéressant parce que on touche quelque chose, et c'est là-dessus que je finirai, on touche quelque chose qui est au cœur de notre préoccupation, c'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs usages du cadre et il y a plusieurs positions par rapport au cadre. Et au fond, c'est là-dessus que je voudrais terminer aujourd'hui. Donc, je voudrais que la prochaine fois, on aille encore plus loin là-dedans pour essayer de définir la position que nous pourrions avoir face à un cadre conservé, mais vécu autrement. Et je pense que c'est intéressant pour nous, ne serait-ce que pour une raison, c'est que nous sommes des êtres sociaux, et j'irais même plus loin, nous sommes des êtres professionnels. Et que le monde de la profession, c'est un monde de cadres qui se succèdent, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la profession, avec le travail? Et ça, c'est une question extrêmement intéressante. Bon, j'ai donné un enseignement professionnel à Cergy-Pontoise, où j'avais essayé comme ça de développer, avec, bon, en plaisantant, hein, mais une sorte d'anthropologie professionnelle, vous voyez, c'est-à-dire au fond comment, par exemple, alors c'était pratique, hein, mais quelle attitude avoir dans une réunion, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire prendre l'ascendant dans une réunion, hein, voilà. Bon, ça, c'est des choses fondamentales qu'on a tous vécues, etc. Et je voulais les voir anthropologiquement pour essayer de les aider tout simplement dans leur travail. Voilà, ben, je propose qu'on se quitte là-dessus. Et on reprendra, si vous voulez bien, la prochaine fois. Voilà. Merci. Alors, si vous avez des questions à chaud, on peut déjà commencer à discuter. Sinon, donc, on aura le temps de discuter lors de la dernière séance sur l'ensemble de ce que j'aurais dit. Ou autre chose, d'ailleurs. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche? Non, ça marche pas. Si? Si, ça marche, pardon. Merci déjà beaucoup. Hier, je lisais pour la première fois d'ailleurs Pratique de la voix tibétaine et j'ai été frappé par. C'est pas loin de ce que vous citiez tout à l'heure. Trungpa qui dit qu'un bon allié, je sais plus s'il le dit exactement comme ça, c'est la déception. Oui. Et avec votre idée de cadre, je trouve que est-ce que c'est pas justement la déception, c'est le bon signe qu'on est bien avec le cadre et qu'on est en train de faire quelque chose avec le cadre qui plaît pas du tout à l'ego justement, et la déception comme signe que on n'est pas en train de quitter justement le rêve, on fait pas un espèce de rêve hippie, il n'y a plus de cadre, mais on l'affronte. Enfin, une déception, ça peut être aussi joyeux, hein. C'est pas forcément une espèce de désespoir comme ça. Alors, vous avez raison de parler de désespoir, parce que d'une certaine manière, c'est lié aussi à un des grands thèmes de Trungpa, qui est le renoncement à l'espoir. Alors ça aussi, c'est très profond, il faudra en parler longuement, parce que là encore, on peut avoir une lecture trop rapide, mais enfin, c'est un autre sujet. Mais pour en revenir à ce que vous dites, ça me paraît très juste. Moi, je verrais plutôt ça à partir de ce qu'on pourrait tout simplement appeler la réalité, en pensant à la coloration freudienne, le principe de la réalité, c'est-à-dire la réalité comme fondamentalement décevante, effectivement, par rapport au désir. Ça, c'est des grandes analyses freudiennes, reprises par tous les psychanalystes, par Lacan, mais qui sont tout à fait vraies, bien entendu. Non pas parce qu'elles seraient terriblement pauvres, mais parce que le désir est irréel. Quand on a compris que le désir était fondamentalement irréel, que son objet est irréel, etc., on comprend que la réalité se signale par la déception.
Alors, moi, j'aurais plutôt lié ça au thème de la réalité, ce que vous dites, qu'à celui du cadre, qui est très important. Mais cela dit, vous m'éclairez, je avais pas pensé en ces termes, mais effectivement, le cadre, c'est la façon dont se présente la réalité en réalité, j'allais dire, c'est le cas de le dire, se présente la réalité à nous, dans sa forme familière, justement, voilà, de vie sociale, de vie professionnelle, etc. Donc effectivement, l'acceptation de ça, c'est forcément l'acceptation d'un cadre, et c'est forcément, effectivement, une déception. Alors après, peut-être qu'on peut aller au-delà de cette déception, c'est-à-dire effectivement, voilà, c'est ça moi que j'essaye là de définir, hein, c'est-à-dire quelle serait la position dans laquelle toute la, si on veut, la lumière qui est venue par la déception, à laquelle il ne s'agit pas de renoncer, parce que si on y renonçait, on retomberait dans l'illusion, mais comment finalement on pourrait arriver à faire en sorte que on ne passe pas de cette déception à la dépression, qui est ce qui nous guette quand même quand on est dans cette position, hein, parce que rien n'a de sens, c'est pas la peine de, oh là là, c'est décourageant, etc., etc. Voilà. Donc c'est ce que j'essaye effectivement aussi, vous avez raison, de dire à travers cette notion. Oui, madame. Sur la notion d'improvisation Oui. à partir d'un fond existant, est-ce que ça vous parle de le terme désapprendre Oui, ça me parle beaucoup. quand on est devant ne serait-ce qu'un tableau ou quand on pense en Asie des gens qui dessinent en ayant juste mémorisé quelque chose très longuement avant. Est-ce que ça vous parle, cette façon de avoir appris pour pouvoir après désapprendre Alors, oui, ça me parle et beaucoup, repenser à mais, neuf, mais en vous fait. l'avez très bien dit, c'est-à-dire que on ne peut désapprendre que si on a appris, hein. Donc le désapprendre, oui, ça me paraît tout à fait une façon d'indiquer, au fond, le caractère, au moins apparemment tout à fait paradoxal d'une voie spirituelle, quelle qu'elle soit. Encore une fois, quand ça revêt un caractère énorme, excessif, etc., c'est la voie mystique qui est vraiment le désapprendre, hein, la nuit, l'expérience de la nuit profonde, la nuit obscure, etc. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Mais j'insiste simplement là-dessus, c'est que c'est très important de bien comprendre que le désapprendre se fait sur un fond d'apprendre. Bon, et que, et que donc, on arrive à cette chose qui à la fois est essentielle, simple et très difficile à complètement saisir, et encore plus à accepter. Il y a des gens qui l'ont jamais accepté de leur vie, à mon avis. C'est le fait que, pour le dire en termes pascaliens, comme vous savez, il y a 3 niveaux pour Pascal qui sont l'ignorant, le demi-savant et le savant, ou le demi-habile et le savant. Bon. Et déjà Pascal le dit très très bien, l'ignorant est plus proche du savant que ne l'est le demi-savant. Et il va même plus loin, il dit que c'est presque la même chose. Mais c'est pas tout à fait la même chose néanmoins, mais c'est presque la même chose. Ce qui veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, si on parle un peu vite, etc., on peut quasiment parler dans les mêmes termes. Là-dessus, il y a un must absolu, on lira peut-être ensemble la prochaine fois, qui est la fin de Folle Sagesse, qui était absolument extraordinaire, où en gros, il dit mais de toute façon, la voix, ça sert strictement à rien, enfin bon, ça serait décevant, enfin, il faut mieux arrêter tout de suite, enfin, etc. Bon, on l'avait lu, tu te souviens, quand on avait fait l'adaptation théâtrale, bon, où il est absolument extraordinaire, comme d'habitude, parce que c'est vrai, c'est pas vrai, enfin, ouais. Mais il a conduit il conduit le lecteur et l'apprenti à ce lieu. Moi, j'aimerais qu'on y arrive la prochaine fois ou la fois d'après. C'est très ambitieux pour nous, hein, pour moi surtout, parce que je ne suis pas du tout. Mais je voudrais qu'on arrive ensemble justement à ce lieu où on voit ça et on comprend effectivement à la fois pourquoi c'est presque la même chose et pas tout à fait la même chose et comment le langage pourrait-il rendre compte de cette différence, etc. En tout cas, oui, j'adhère complètement à ce que vous dites. Oui.
Petite forme de synthèse de ce que j'ai compris, pour que vous puissiez me dire si j'ai bien compris ce que j'ai entendu ce soir. L'idée pour moi de ce que j'ai entendu, c'est on est effectivement des êtres sociaux vivant dans des cadres multiples et variés selon les sphères dans lesquelles on évolue, qu'on a beau lutter contre ces cadres-là, ils nous rattrapent et on doit du coup trouver les solutions pour vivre avec et dedans, et que les trois pistes qui seraient, ou les outils qui permettraient d'être dedans tout en trouvant des espaces de liberté, c'est à la fois la transgression, donc transgresser un cadre, je ne sais pas si c'est le verbe est juste, dans une forme d'humour improvisé. Ça serait un peu ça, enfin de tenter en tout cas de improviser dans le cadre, alors que le cadre il a ses règles, trouver en tout cas les endroits où on peut improviser, le prendre avec une forme de légèreté comique, puisqu'un cadre, enfin c'est relatif, c'est juste une structure, et que la vie c'est autre chose, mais que du coup il faut qu'on entre et qu'on sorte. Et donc le transgresser pour pouvoir exister autrement que dans ce cadre-là. Ça serait ça? Oui, oui, c'est ça. Sauf que, enfin, c'est ça, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Hein. Je dirais un petit chouïa de près, si vous permettez, c'est que les figures que j'ai données là ne sont que des figures au fond. Hein. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans tous ces cas, dans tous ces cas, c'est que chacune ménage un espace par rapport au cadre. C'est de ça dont je voudrais parler la prochaine fois. Je les ai donnés à titre d'exemple de ça. Pas forcément de comportement qu'il faudrait avoir, etc. Dans l'humour, par exemple, effectivement, c'est très très net. L'humour signale le cadre. Hein. Voilà, l'humour signale le cadre, et donc il a effectivement une fonction tout à fait libératrice. Et en signalant le cadre, il nous donne du plaisir. Il nous donne le plaisir, c'est-à-dire qu'il désigne le fait qu'il y a un hors-cadre. Que certes, le cadre a sa fonction, mais qu'il y a quelque chose d'autre, etc. Et invariablement, ça nous donne du plaisir. Donc là, c'est ça que j'interroge. Voilà, c'est ce type de choses que j'interroge pour essayer de définir ce que pourrait être notre rapport à nous. Alors, je ne suis pas tout à fait arrivé à la fin de ce que je voulais dire, et ce qui se passerait à ce moment-là aussi dans notre façon de le voir et donc de le vivre. Voilà. Donc ce que vous avez dit est tout à fait juste. Hein. Mais sauf que les figures que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire la transgression, l'humour, l'improvisation, etc., ne sont que des figures de quelque chose de plus profond. C'est ce que je voulais dire la prochaine fois, ce que je dirais, qui est le gain d'espace. Hein, qui est le gain d'espace. Et donc, il va peut-être nous entraîner. J'en dis pas plus parce que j'en parlerai la prochaine fois. Parce que sinon, je vais arriver, je n'aurai plus rien à dire, je vais être gêné. Ou alors, il faut que je reprépare encore autre chose. Et bon, c'est beaucoup de travail à chaque fois. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous avez parlé des fêtes de transgression, carnaval et compagnie. Enfin, ça m'a fait penser au carnaval. Bien sûr, hein. Et vous avez dit, on a besoin de cette transgression pour régénérer l'ordre, sinon l'ordre se dégrade. C'est enfin... Oui, j'ai dit et ça, je voulais mais... savoir pourquoi l'ordre se dégrade. Alors, je disais, le statut de ce que je disais d'abord, c'est la pensée de Caillois. C'est ce que dit Caillois. Hein. Donc, Caillois interprète un certain nombre de fêtes, puisqu'encore une fois, ce type de fête apparaît dans énormément de civilisations. Bon. Donc, c'est presque un fondamental, semble-t-il, humain. Bon. Et donc, où en effet, donc, à date régulière, etc., et d'une certaine manière réglée, tout se dérègle. Bon. Et donc, effectivement, il se pose la question de savoir pourquoi on fait ça, qui est quand même très surprenant et même assez dangereux. Parce qu'on pourrait se dire, de la part des puissants, que ils mettent quand même leur pouvoir en péril, à caricaturer le roi, le pape, enfin, etc. Est-ce qu'on ne montre pas que tout ça, quelque part, ce sont des marionnettes absurdes, etc. Est-ce que c'est pas aussi une critique? Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas du tout facile de comprendre pourquoi c'est toléré et pourquoi ça revient à date régulière. Et alors lui, sa thèse, donc c'est sa thèse, hein, c'est de dire, c'est parce que en fait, il a donc défini deux sphères très différentes qui sont le profane et le sacré, qui ne peuvent pas communiquer entre elles, parce qu'elles sont d'une nature fondamentale différente et qu'elles se menacent l'une l'autre, etc.
Bon, alors il développe toute la fonction du rite, comment on peut passer. Alors il y a des passages qui sont possibles, mais ils sont très ritualisés, changement de vêtements, enfin, etc., etc. Bon, voilà, je vous passe. Les Vestales, comme vous savez, bon, étaient condamnés à la virginité à Rome et risquaient, je crois, la crémation si elles enfreignaient ce commandement. Donc c'était très très grave d'avoir rapport sexuel avec une Vestale. Bon, voilà. Donc des choses de ce type. Pourquoi? Parce que c'est des personnages sacrés, sacralisés, etc. Bon, c'est peut-être aussi le sens du fameux Noli me tangere que dit le Christ ressuscité, qui est assez surprenant. Ne me touche pas, vous savez, dans l'Évangile. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, ce qu'apporte Caillois, c'est de dire, eh bien, ce qui se passe, c'est que chacun menace l'autre. Donc, si vous enfreignez, si vous mettez du sacré là où il ne faut pas, au moment où il ne faut pas, etc., ou si vous enfreignez, par exemple, si vous... parce que le sacré porte en lui quelque chose d'excessif, de fondamentalement non social et de mystérieux et d'énigmatique pour finir. C'est le numen latin, etc. Bon, si vous introduisez cette marchandise qui est presque incandescente, etc., dans l'ordre profane, etc., c'est très très dangereux. Bon, donc chaque fois qu'on a commis des effractions et chaque fois qu'on a fauté d'une manière ou d'une autre, par exemple, je prends l'exemple de la Vestale, imaginons que cette Vestale soit violée. Bon, si cette Vestale est violée, nous raisonnons de façon moderne en disant on commence par la plaindre, et puis ça relève du pénal, et puis c'est un crime, bon, etc., etc. Qui a fait ça, bon, pour quelle raison, etc. Bon. Le raisonnement romain, enfin de l'époque, est très très différent. C'était un personnage sacré, il fallait pas la toucher. En la touchant, on a fragilisé les deux, parce que les deux ne doivent pas entrer en communication. Et l'ordre du profane et l'ordre du sacré ne doivent pas entrer en communication, etc. Bon, donc chaque fois qu'il y a des effractions et des fautes, c'est fragilisé. Et donc on court le risque finalement que ce sur quoi repose le monde lui-même, donc quelque chose de très très grave, qui est cette opposition et ces deux sphères, etc., soit au fond mis en péril. Bon, et donc en fait, la solution, c'est que on replonge, c'est un peu comme si on changeait le moteur d'une voiture et on repart à neuf. Vous voyez, on replonge dans le chaos primordial, c'est ça, on sent très bien l'idée qu'il y a derrière toutes ces fêtes, c'est très très clair quand on lit les descriptions. On fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ah, vous voulez de la transgression? On voilà. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut sortir le plus possible du monde ordonné pour retrouver ce qu'a été le monde préordonné, le monde chaotique, etc., qui apparaît souvent dans des mythes, etc. Voilà. Bon. Et c'est l'époque de Chronos, avant l'époque de Zeus, en termes de avant les Olympiens. Bon. Donc, on va revenir à ce stade archaïque, etc., parce que justement, à partir de là, on pourra reconstruire un ordre. C'est comme quelqu'un qui replongerait dans la mer pour pouvoir avoir un navire, etc. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle il dit ça, et je trouve que ça, c'est très fort. Pour moi, c'est une analyse très, très forte.